C'est vrai qu'on se trouve dans un contexte un peu particulier de pandémie mondialisée et on peut avoir l'impression que la violence au nom de l'islam est passée au second plan par rapport à des préoccupations sanitaires. Mais il me semble, rien qu'en regardant la France, que ces questions restent assez présentes. J'en ai comme preuve deux éléments factuels. Le premier élément, c'est la question de la charte des imams, la signature de la charte, et tout ce qu'elle a impliqué comme débat par la suite. Et puis surtout, la loi dite sur le séparatisme ou le renforcement des valeurs de la République et le débat qui a eu lieu derrière. Quand on regarde au niveau des médias, quand on regarde au niveau des publications, on voit à quel point ça reste présent. Alors, qu'est-ce que ça a changé? À mon avis, ça a permis de prendre la mesure de tous ces phénomènes-là et leur développement dans des réseaux parallèles, dans parfois des territoires sectorisés. Et ça implique aussi, derrière la pandémie, derrière des questions plutôt de santé, les enjeux de société concernant la violence au nom d'une religion ou le rapport au religieux, ça reste présent. La pandémie euh, renforce parfois des mécanismes où le religieux reste à l'arrière-fond des mécanismes de pensée. L'accroissement du temps passé devant les écrans, surtout par rapport à l'utilisation des médias sociaux, est également une opportunité pour un plus grand nombre de messages qui peuvent encourager des regroupements et des affiliations et éventuellement le passage aux actes violents par un plus grand nombre de personnes. Il existe sur le marché de la littérature djihadiste des écrits qui se veulent argumentatifs, pour les plus récents, justifiant les actes terroristes, par exemple, commis sur le sol français. Et je pense notamment au dernier acte de octobre 2020. Et je fais référence à un texte auquel je m'intéresse pour l'analyse, qui est un texte rédigé en arabe. Je traduis le titre. C'est ainsi que la France combat l'islam et soutient les régimes autoritaires. Voilà, c'est un texte qui était rédigé en octobre, 25 octobre, donc au lendemain des attentats contre le professeur d'histoire Samuel Paty. Des textes qui font appel, il y avait plusieurs textes qui ont été publiés à cette époque, en tout cas des textes qui font appel à la transcendance des valeurs, des textes qui se transforment en des véritables instruments de validation d'une vérité assumée sur l'Occident et ses valeurs. Ces articles sont loin d'être rédigés à la hâte. Ils ne visent pas non plus à exposer naïvement ce qu'on appelle le geste héroïque propagandiste. Pas du tout. La dimension linguistique, la stratégie rhétorique, élabore un rapport ontologique même au texte sacré, à la langue coranique et même ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les propos des prophètes. Tout est emmêlé dans le but de poser définitivement ce que je dis tout à l'heure, le contrat de véridiction d'un acte de foi. Alors, le lecteur arabophone très sensible à cette lecture-là. Alors, on voit bien en tout cas comment est-ce que la radicalité, elle se construit. Pour moi, d'une manière générale, la radicalisation, elle renvoie d'abord à un texte, elle renvoie à une écriture et à une trace discursive à laquelle, je crois, il serait intéressant de porter en tout cas une attention majeure. Dans la recherche la plus récente que j'ai faite au sujet des radicalisations, il s'agissait
de se pencher sur le lien entre radicalisation et médias. Nous avions étudié plusieurs types d'extrémisme parce que nous sommes au Canada où l'extrémisme islamiste est moins exclusif sur la scène publique. Alors, il faut comprendre que le Canada est un contexte très différent de l'Europe, notamment de la France, où l'extrémisme musulman est beaucoup plus présent sur la scène publique et avec une certaine exclusivité, alors que ce que nous qualifions d'extrême droite ou d'ultra-droite se trouve en France, comme dans plusieurs pays d'Europe, canalisé dans des partis politiques, ce qui n'est pas le cas au Canada et plus largement, je dirais, en Amérique du Nord. Je ne veux pas me prononcer sur l'ensemble des pays du sud de l'Amérique, hein, qui ont des dynamiques très complexes. La France a un problème beaucoup plus étendu par rapport à la radicalisation islamiste. Les milieux radicalisés islamistes français, de langue française, ont une certaine portée au Québec, hein, parce que les outils conçus par des mouvements de radicalisation en français sont écoutés au Québec, que ce soit en termes de caricatures, hein, de messages enrobés pour plaire aux jeunes, en termes de musique. Hein, ces messages-là sont importants pour le Québec aussi, donc on a beaucoup en commun. Le second point qui me semble important à penser, davantage par rapport à une période peut-être post-pandémique, c'est que la communauté antiterroriste devrait s'efforcer de repenser, de faire face aux menaces de terrorisme et extrémisme violent dans un monde post-pandémique. Il est urgent, et c'est là le point important à étudier davantage selon moi, il est urgent de garantir une gouvernance améliorée qui s'attaque aux conditions existantes d'inégalité et de fragilité et rétablit confiance dans les institutions de l'État. C'est donc le point important en dernière conclusion de ce rapport. Donc, ce sont différentes façons, vous voyez, qui affectent évidemment la réalité plus particulière de nos études sur certains de ces aspects ou de ces regroupements qui utilisent soit l'islam ou le nationalisme comme différents véhicules pour développer des discours extrémistes violents. Le propre des discours radicalisés est qu'ils présentent une croyance constituée à partir des divers supports. À chaque étape, un nouvel élément est intégré. Il constitue l'élément central dans le corpus de croyances. L'analyse du discours ne peut s'appuyer sur un seul texte, mais sur une diversité de textes qui permet d'intégrer la complexité liée précisément à la construction solide d'un corpus qui participe à la mise en évidence d'une nouvelle croyance. Le discours radical n'est pas un projet politique visant à déstabiliser un pays souverain et démocratique, mais une attaque explicite contre les valeurs qui forment l'identité même de la France. Et c'est donc surtout à travers le discours que les idéologies sont acquises, que les émotions sont propagées et les valeurs de l'autre sont contestées. Les effets de la pandémie COVID-19 est l'équivalent d'une crise générationnelle. Et dans ce contexte, il y a trois éléments en particulier qui finalement ont tous le potentiel d'exacerber les griefs existants et alimenter les conditions propices au terrorisme et à l'extrémisme violent. Et les trois qui sont mentionnés dans ce rapport des Nations Unies sont lorsqu'il y a un dépassement des droits de l'homme de façon générale, qu'il y a sécurisation accrue des réponses à la pandémie et donc souvent relié aux deux premiers points. Donc, troisièmement, la suppression de la dissidence sous prétexte de contrer la pandémie. Une approche globale, collaborative et adaptée est nécessaire pour mieux comprendre justement les effets de cette pandémie, alors que les terroristes, de leur côté, les extrémistes violents, cherchent des moyens d'exploiter les différentes failles qui sont accrues par le contexte pandémique global. Au moins depuis 2016-2017, dans l'actualité, c'est l'extrémisme d'extrême droite
qui prend sa large part du gâteau dans l'actualité nord-américaine, notamment canadienne. Alors ça, c'est une chose qu'il faut souligner dans notre contexte. En dépit de cela, l'islam était toujours actif, mais beaucoup plus discret. Il s'est affirmé, cet extrémisme, au début des années 2000, dans le cadre du conflit en Syrie. Et comme dans plusieurs pays du monde, des jeunes Canadiens ont été mobilisés et attirés par le biais de réseaux, de contacts personnels, mais aussi des nouveaux médias. Mais les nombres de jeunes Canadiens partis en Syrie sont bien moindres qu'ailleurs. On en compterait tout au plus entre 200 et 300 au Canada. Et c'est le départ de jeunes musulmans pour la Syrie qui avait inquiété beaucoup les communautés musulmanes, notamment au Québec. Et c'est à leur demande que le gouvernement alors au pouvoir, le Parti libéral, avait élaboré un plan d'action pour prévenir la radicalisation. Alors, vous voyez qu'au début des années 2010, il était surtout question de radicalisation islamiste. Mais lorsque nous avons commencé le projet à la demande du ministère des Migrations, pour le Fonds québécois de recherche sur culture et société, déjà, un déplacement se faisait. L'extrême droite était de plus en plus présente. Il y a eu l'attentat, je ne nomme jamais les terroristes par leur nom, dans la Grande Mosquée de Québec, des musulmans tués à Québec. Et il y a eu une sorte de grand réveil d'une sorte de droite anti-immigrante, suprémaciste, autour d'un certain suprémacisme blanc, avec toutes sortes de tendances complexes qui a émergé. Et c'est ce qui a retenu le plus notre attention. Alors, donc, depuis notre colloque, je dirais que cette tendance s'est affirmée parce que dans le cadre de la pandémie, a surgi un courant encore plus visible que lorsque nous menions l'enquête, qui s'est terminée en passant. Nous avons déposé le rapport de cette enquête en février 2020, le rapport définitif, juste avant que la pandémie suscite tout ce qui s'est produit sur le plan global. Alors, c'est tout un timing. Donc, à ce moment-là, nous avons continué d'observer et l'islamisme a continué d'être beaucoup plus discret, même s'il y a toujours des tentatives de radicaliser les jeunes par les nouveaux médias en s'appuyant sur des expériences de discrimination qu'ils peuvent percevoir ou vivre dans des pays d'accueil, notamment le Canada. L'extrême droite est devenue beaucoup plus visible avec tous ces mouvements. D'ailleurs, elle s'est greffée à ces mouvements anti-vaccins, anti-État aux États-Unis, anti-masques. Et c'est vraiment ça qui attire l'attention présentement. Donc, je dirais que ce qui a changé, c'est que ce que nous avions constaté, cette domination de la visibilité de l'extrême droite a continué de s'affirmer depuis, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours des réseaux actifs. Est-ce que la pandémie va faire en sorte que la radicalisation anti-étatique, la méfiance à l'égard de la science va augmenter au point que ce problème devienne endémique? Il se passe quelque chose sur les médias sociaux de particulièrement virulent dans les derniers mois. C'est une question. On ne sait pas encore. Il va falloir examiner les effets de la pandémie à long terme pour le savoir. Elles ont permis de mieux cerner justement différentes approches, je dirais, disciplinaires ou différentes approches théoriques par rapport à l'analyse de discours particuliers de ces formes d'expression, d'extrémisme violent. Elles ont permis de distinguer que dans certains cas, ce sont des utilisations de discours qui se font à l'intérieur d'une tradition déjà très ancienne d'utilisation de certains tropes, de certaines thématiques qui sont reliées à la tradition religieuse elle-même, mais qu'il y a également évidemment des dimensions disciplinaires qui sont plus sociologiques, plus politiques, qui, elles, de leur part, vont contribuer à mieux comprendre les dynamiques collectives qui entraînent différentes personnes et différents groupes de personnes
à se procurer des armes et à développer des tactiques et des stratégies d'intervention violente dans différents milieux. Ces études sont faites peut-être moins par notre groupe de recherche, mais surtout au niveau politique, je dirais, mais la dimension surtout d'analyse de discours et de sociologie demeure importante, ainsi que l'étude de l'impact des médias, la couverture médiatique de différents événements violents peut aussi, et c'est un des aspects qu'on avait déjà commencé avant la pandémie, mais qui doit être, à mon avis, accentué. Alors je souligne l'un des premiers aspects de cette richesse, c'est le fait que ce questionnement qui est le nôtre se nourrisse de nos terreaux propres, de nos terrains différents, et aussi de nos approches méthodologiques différentes. Vous avez notamment fait appel à des méthodes quantitatives que nous n'avons pas utilisées nous-mêmes et qui, pour moi, ouvrent des perspectives intéressantes. Le second aspect que je veux souligner me semble être la pertinence de notre thématique. Cette préoccupation de la radicalité qui mène à la violence est un problème essentiel aujourd'hui en France, je vous le redis. Il se développe en de multiples lieux et bien au-delà de la sphère islamique. On l'observe notamment aujourd'hui dans les milieux politiques de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, avec des exemples très concrets, mais aussi dans les quartiers en difficulté avec des rixes entre bandes adolescentes concurrentes. C'est vrai qu'on a eu plusieurs types de rencontres et notamment me vient à l'esprit cette rencontre en visioconférence, cette étape intermédiaire, et qui nous a révélé l'importance de mettre en dialogue des concepts utilisés côté canadien comme côté lyonnais. Je prends pour illustrer, côté canadien, l'insistance sur l'islamismologie par rapport à ce que nous avons développé côté lyonnais, l'islam ou l'islamologie appliquée. Donc, ça nous a permis d'échanger sur l'ajustement conceptuel nécessaire et ce que cela recouvre. Et ce qu'on a pu percevoir, c'est que quand les Canadiens utilisent le concept d'islamismologie, ils veulent signifier par là tous les facteurs que j'appelle exogènes, et donc distinguer les facteurs endogènes, les facteurs exogènes, menant à la violence au nom de l'islam. Et quand, côté lyonnais, on insistait sur l'islamologie appliquée, c'est un concept que nous reprenons de Mohamed Harkoun, et c'est pour insister sur les différentes facettes, les facteurs sociologiques, politiques, religieux, qui ont à voir avec la réalité de l'islam. Au final, l'ajustement est là, certes au niveau conceptuel, mais surtout au niveau méthodologique. Et c'est ça que je retiens un an après nos premiers échanges. Bon, d'une part, je dois dire que la collaboration avec les collègues français est très utile. D'ailleurs, quand mon équipe a été choisie pour le projet en 2016, pour mener ce grand projet médias et radicalisation au pluriel, hein, tous les types de radicalisation, nous avons visité la France. Nous sommes allés dans un grand colloque sur la radicalisation à Nîmes, organisé en collaboration avec le FRQSC, donc le Fonds québécois de recherche, culture et société, et le CNRS. Et nous avons bien compris que l'expérience européenne était précieuse pour nous aider à approfondir davantage cet extrémisme musulman, qui demeure un extrémisme très présent. Mais je vous dirais que depuis la dernière rencontre, j'ai bien hâte d'entendre mes collègues français à ce sujet. Une de nos hypothèses sur la plupart des extrémismes qui a surgi en fin de projet, c'est que tous les extrémismes, qu'ils soient de gauche, de droite ou islamistes, avec tout l'éventail que tout cela contient, étaient animés par une théorie du complot. C'était présent déjà dans la littérature, mais c'était toujours en mode secondaire. Ce n'était pas nécessairement central. Et nous avons réalisé, nous sommes passés de l'hypothèse suivante à l'autre hypothèse. L'hypothèse étant
toujours aussi présente dans la littérature, que des gens qui vivent une discrimination importante vont pouvoir être mobilisés plus facilement par rapport à des mouvements de radicalisation. Hein? Je souffre, je suis discriminé, j'entends un message de radicalisation qui me rejoint et je joins le mouvement. Hein? C'est un petit peu ce qui est présent dans la littérature. Mais l'utilité de notre recherche qui se penchait sur le contenu des médias fréquentés par les jeunes radicalisés, c'est de nous rendre compte que les messages radicalisants qui mobilisent ces jeunes qui souffrent d'une manière ou d'une autre contiennent le plus souvent des théories grandioses du complot. C'est-à-dire qu'on se sert de la discrimination et on l'insère dans un grand récit qui révolte la personne jeune. Dans la plupart des cas, il s'agit de jeunes. Pas nécessairement. Le mouvement anti-masque, anti-vaccin, on voit qu'il rejoint plusieurs groupes d'âge. Hein. Mais dans le cas de l'islamisme et des mouvements d'extrême droite que nous avions étudiés, il y avait pas mal de jeunes. Extrême droite, un peu plus vieux quand même, dans certains cas. Alors, je vous dirais que ce qui s'est produit depuis notre colloque, c'est l'explosion de la conscience que le complotisme joue un rôle sans doute capital dans la radicalisation. Pour le moment, on accorde une importance à la théorie du complot du côté de l'extrême droite, hein, avec tout ce mouvement états-unien anti-masque, anti-État, dans la foulée de Trump qui a essayé de distiller des messages de révolte sur les procédés électoraux notamment, donc ce qui suscitait la rage. Hein. Et puis il y avait là un peu de théorie du complot d'ailleurs, peut-on dire. Alors ce que je vous dirais, c'est ça la nouveauté, le grand déplacement. Nous avions vu cette théorie du complot, nous voulions la développer et sous nos yeux, quelques semaines après le dépôt du rapport, qui s'intitule « Peur de quoi? Le paysage médiatique québécois hein, », eh bien, le complotisme est devenu une évidence hein, comme stratagème pour mobiliser des personnes en faveur d'une idéologie radicalisante. Eh bien, les ajustements sont de prendre en considération justement les failles du système multilatéral international, de la communauté internationale à agir par rapport à la fois au niveau des études, mais aussi au niveau des actions pour essayer de contrer différentes formes d'extrémisme violent. Donc ça, c'est d'une part. La seconde partie, c'est que le réseau, évidemment, des chercheurs dans le domaine doit lui aussi être amélioré pour mieux participer à cette gouvernance globale en interaction avec différents acteurs, qu'ils soient de nature gouvernementale ou de nature non gouvernementale, quand il s'agit de l'étude éventuellement de l'applicabilité de différentes approches pour améliorer les résultats sur le terrain. Et les chercheurs sont à la fois je dirais, doivent faire leurs recherches dans un contexte à la fois préventif et réactif, mais aussi au niveau de l'étude de ce que différents gouvernements et programmes d'intervention contre les actions d'extrémisme violent font sur le terrain, d'essayer de développer des mécanismes pour évaluer la nature des impacts que ces programmes peuvent avoir sur le fait de diminuer ou au contraire de ne pas avoir d'impact sur les pratiques et au contraire peut-être même de les exagérer. Et donc nous avons un rôle particulier, accentué, je dirais, à faire dans cette direction de façon plus conscientisée que ce l'était peut-être avant le début de la pandémie globale. Ce que je perçois comme avancée depuis les derniers travaux, c'est la confrontation des méthodes, notamment entre méthode qui est plus en lien avec la réalité pratique, la réalité du terrain, et la méthode qui vise à analyser les discours. Et c'est vrai que, je dirais, depuis cette période-là, je parle pour ma part, j'ai essayé de plus prendre en compte aussi la méthodologie canadienne en confrontant des résultats avec la réalité du terrain, en prêtant plus attention à
aux travaux qui sont analogues à ceux des Canadiens, mais côté français. Et c'est vrai que ça a permis de confronter les méthodes d'approche, mes méthodes d'approche, et de faire avancer la compréhension des indicateurs. Je prends juste cet exemple et je voudrais le lier à une expérience pratique. J'ai été invité à animer un séminaire où il était question de la violence au nom de l'islam, ou des radicalisations menant à la violence au nom de l'islam. Et j'ai voulu mettre en pratique à la fois l'apport que j'ai pu percevoir côté canadien, mais aussi la méthodologie appliquée. Et j'ai mesuré à travers cela ce que cela permet de faire avancer au niveau de la réflexion, comme au niveau de la vérification des résultats déployés. Et pour donner quelques indications concrètes, la question des facteurs, l'utilisation des facteurs, mais aussi des indicateurs pratiques. Comment on mesure, par exemple, la radicalisation et plus exactement, il était question du désengagement, parce qu'à la différence ou à l'opposé de la radicalisation, ce n'est pas la déradicalisation, mais le désengagement. Et c'est par les méthodes canadiennes, par l'apport que j'ai perçu à travers nos échanges, qu'on a pu déplacer et qu'on a pu mesurer effectivement à la fois l'écart entre radicalisation et déradicalisation et les indicateurs du désengagement et comment, quand on a la possibilité de mener à la violence au nom d'une radicalisation, comment le désengagement, à partir de là, peut être perçu à travers un certain nombre d'indicateurs sur le terrain, des facteurs, pour reprendre l'expression, exogènes, tout en le conjuguant à des facteurs endogènes.